Elle pensait acheter un vieux manoir en pierre pour seulement 75 cents. Mais ce que Lena Marshall a réellement acheté, c'était un secret mortel enfoui sous ses planchers, un secret que des hommes puissants avaient tué pour protéger pendant plus de 3 décennies. Comment une mécanicienne d'une petite ville, sans pouvoir politique, a-t-elle dénoncé la plus grande fraude foncière de l'histoire de l'État? Ce n'est pas une fiction. C'est l'histoire vraie d'une femme qui a transformé une maison délabrée en la plus grande affaire de dénonciation jamais vue dans la ville. Restez avec nous, car ce que Lena a trouvé dans ce sous-sol n'a pas seulement changé sa vie, cela a secoué tout un gouvernement. Mais avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous adorons voir notre famille mondiale dans les commentaires. Commençons. Lena Marshall n'était pas le genre de personne qu'on s'attendrait à voir enchérir sur un manoir en ruine. Elle avait du cambouis sous les ongles, une clé à molette dans sa poche arrière, et une acuité dans le regard qui venait de longues années à réparer des moteurs que personne d'autre ne parvenait à comprendre. Élevée dans les banlieues poussiéreuses de l'Arizona par son grand-père, un mécanicien de course à la retraite, Lena avait appris très tôt que la vie ne vous donnait rien, vous deviez tout construire boulon par boulon. Alors, quand elle a vu l'annonce d'un manoir en pierre des années 1970 niché dans les collines oubliées à l'extérieur de Red Hollow, une ville si petite qu'elle n'avait même pas de station-service, elle n'a pas hésité. L'enchère commençait à 75 cents, juste 75 cents. Les habitants se sont rassemblés, ont chuchoté, mais personne n'a levé la main. Lena, sceptique, a cherché des concurrents. Il n'y en avait pas. L'endroit était laissé à l'abandon depuis des décennies. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont les gens la regardaient quand elle a fait son offre, comme s'ils la voyaient s'engager dans une tempête. Elle aurait dû écouter. Elle aurait dû demander pourquoi une propriété entièrement intacte avec une plomberie fonctionnelle et 12 acres de terrain était restée intouchée pendant près de 40 ans. Mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a acheté quand même, et Red Hollow n'oublierait jamais le jour où elle a emménagé. Le soleil commençait à peine à disparaître sous l'horizon lorsque Lena a tourné la clé pour la première fois. Elle tourna bien trop facilement pour un endroit censé être intouché depuis la fin des années 70. La lourde porte en chêne s'ouvrit en grinçant avec un gémissement réticent, révélant un grand foyer envahi d'ombre et l'odeur rance de la vieille pierre. La poussière recouvrait chaque surface, mais il n'y avait pas de toile d'araignée, pas de signe de vermine, juste le silence profond, lourd et patient. Ses bottes résonnaient alors qu'elle entrait, le son étant absorbé par les murs épais qui avaient connu de meilleures décennies. L'architecture était magnifique, plafond voûté, moulures sculptées à la main, une cheminée en marbre dans le salon assez grande pour tenir debout à l'intérieur. Pourtant, quelque chose dans l'ensemble semblait mis en scène, préservé, presque comme si la maison avait attendu. Elle passa sa main le long de la lisse rampe de l'escalier tournant, puis s'arrêta quand ses doigts tracèrent quelque chose d'étrange, une rainure. C'était presque invisible dans le bois, une jointure non naturelle. Elle fronça les sourcils. Elle tira légèrement. Rien. Probablement juste le tassement, murmura-t-elle et se tourna vers la cuisine. Mais même alors, ses yeux continuaient de revenir en arrière. Ce n'est qu'à la 3e nuit, quand le vent hurlait à travers les canyons et faisait claquer les vieux volets, qu'elle l'entendit. Un son qui ne convenait pas, un coup sourd et rythmé venant des murs sous les lais. C'était faible mais indubitable, quelque chose frappait. Lena n'avait pas peur facilement. Elle avait déjà changé un carburateur sous un orage pendant qu'un serpent à sonnette glissait à côté de sa botte, mais ce son il la figea sur place. Le lendemain matin, elle partit à la recherche. L'allée avait été scellée. Des traces de poussière dessinaient l'endroit où des portes doubles avaient autrefois été, mais maintenant des cloisons sèches et des bibliothèques bloquaient l'entrée. Elle fronça les sourcils. Sur un pressentiment, elle attrapa son pied de biche dans son camion et se mit au travail. La cloison sèche céda trop facilement, révélant non pas la décrépitude, mais l'élégance. Une bibliothèque privée, ses hautes étagères toujours remplies de livres reliés le genre avec des reliures dorées en relief et des secrets dissimulés dans les marges. Au centre de la pièce se trouvait un tapis persan, étrangement immaculé par rapport à la poussière partout ailleurs. Elle y marcha immédiatement, sentant la différence d'acoustique. Le plancher résonna sous son poids, son cœur battant la chamade. Lena tomba à genoux et tira le tapis de côté. Là, elle la trouva, une trappe non rouillée, non cachée avec un réel effort, juste ignorée. La poignée en laiton était polie, presque comme si quelqu'un l'avait entretenue toutes ces années. Elle hésita. Tout en elle lui criait de la laisser tranquille. Mais la curiosité a le don de l'emporter sur le bon sens, surtout chez ceux qui ont passé une vie à réparer des choses cassées. Lena agrippa la poignée et tira.
La trappe s'ouvrit avec un sifflement d'air, comme si la maison avait retenu son souffle pendant des décennies. Un air vicié et sec s'échappa. Un escalier en bois descendait dans l'obscurité. Elle attrapa une lampe de poche et descendit, chaque marche gémissant sous son poids. La cave n'était pas moisie comme elle s'y attendait. Elle était propre, organisée, bordée de classeurs et de boîtes étiquetées d'une écriture cursive soignée. L'une était posée au milieu de la pièce, entr'ouverte. À l'intérieur, il y avait des coupures de journaux, des photographies, des documents gouvernementaux et des titres de propriété foncière. Elle en prit un étiqueté, confidentiel, et le déplia lentement. C'était un contrat autrefois signé par des noms qu'elle reconnaissait du conseil municipal et daté de 1976. Il détaillait un vaste stratagème d'acquisition de terres, des propriétés vendues illégalement à plusieurs acheteurs, puis dissimulées par de faux documents. Et au bas, une signature lui glaça le sang, maire Franklin Pierce. Il était toujours le maire. Soudain, tout prit son sens. Pourquoi personne d'autre n'avait enchéri? Pourquoi les habitants la regardaient avec pitié? Pourquoi cette maison, cette chambre forte, avait été laissée intouchée mais jamais vraiment oubliée? Quelqu'un y avait caché des preuves. Quelqu'un de puissant, quelqu'un qui observait toujours. Elle entendit un grincement au-dessus. Sa lampe de poche s'alluma vers la trappe ouverte. Une ombre passa devant. Quelqu'un d'autre savait qu'elle était là, et ils étaient déjà dans la maison. Léna ne bougea pas. Sa respiration se bloqua quelque part dans sa gorge alors que l'ombre passait devant la trappe ouverte au-dessus d'elle. Celui qui était là-haut n'avait pas parlé, n'avait pas appelé. C'était juste le silence, tendu comme un fil effiloché. Sa lampe de poche vacilla une fois, puis se stabilisa. Elle l'éteignit. S'il la regardait, elle ne voulait pas leur faciliter la tâche. L'obscurité l'enveloppa comme une seconde peau alors qu'elle remontait les escaliers à pas feutrés. Chaque pas semblait plus fort que le précédent, comme un tambour battant menant à quelque chose d'inévitable. Lorsqu'elle atteignit le sommet, elle s'arrêta juste sous la trappe et écouta. Rien. Puis des pas, lents, délibérés, sur le parquet, s'enfonçant plus profondément dans le manoir. Elle ouvrit la trappe silencieusement, centimètre par centimètre, et se glissa sur le plancher de la bibliothèque. La pièce était inchangée, la bibliothèque toujours de travers, le tapis toujours relevé, et le clair de lune se déversant par la grande fenêtre arquée comme une brume argentée. Elle se dirigea à pas de loup vers le couloir, les oreilles tendues. Une latte de parquet grinça dans le foyer. Quelqu'un se tenait exactement là où elle s'était tenue quelques jours auparavant, là où la poussière s'était d'abord déposée sur ses bottes. Elle attrapa la lourde lampe en laiton de la table de la bibliothèque et la tint comme une arme. Un autre grincement. Plus proche maintenant. Puis une voix, calme, masculine et bien trop familière, je me demandais combien de temps il vous faudrait pour la trouver. Léna se figea. Elle entra dans le couloir pour voir un homme grand se tenir sous le lustre. Sa silhouette se découpait dans la faible lueur de la porte en vitrail. Son costume était impeccablement repassé, sa cravate lâche comme s'il n'était pas pressé. Mais ce qui attira son attention, c'était la façon dont il se tenait, comme quelqu'un qui n'était pas habitué à être interrogé. « Je suis désolé, dit-elle prudemment. Je vous connais ? » Il sourit, lentement et délibérément. « Je m'appelle Everett Pierce. Je crois que vous avez rencontré mon père, le maire Franklin Pierce. » Son cœur fit un bond. C'était donc le fils, celui qu'elle avait vu sur un portrait de famille estompé accroché de travers dans le bureau du maire lorsqu'elle avait enregistré l'acte de propriété. Il avait l'air plus âgé maintenant, plus vif, le genre d'homme qui savait où tous les secrets étaient enterrés, parce qu'il avait aidé à les enterrer. « Je ne m'attendais pas à ce que le fils du maire se faufile comme un cambrioleur, dit Léna, serrant la lampe plus fort. Everett haussa les épaules. Quand vous avez quelque chose à protéger, vous ne le laissez pas aux amateurs. Ce sous-sol ce n'est pas seulement une collection de dossiers. C'est la seule chose qui maintient la moitié de cette ville hors de prison. Vous voulez dire que ce sont des preuves, corrigea-t-elle. De fraude, de conspiration et probablement de meurtre. Il inclina légèrement la tête. De grands mots pour une cambouisarde. Léna fit un pas de plus, sa voix s'abaissant au tranchant d'une lame. Vous auriez dû tout brûler. Quoi qu'il y ait là-dessous, c'est à moi maintenant. Le sourire d'Everett disparut. C'est ça le problème, dit-il en s'avançant. Légalement, cette maison est à vous, ce qui signifie que tout ce qui est caché à l'intérieur est à vous aussi, et cela complique les choses. Comment saviez-vous que j'avais trouvé la trappe, demanda-t-elle.
Il tapota sa tempe. Parce que je l'aurais trouvé, et vous, mademoiselle Marshall, êtes beaucoup trop curieuse, bon sang, pour laisser une chose pareille tranquille. La pièce semblait plus froide maintenant, comme si les murs écoutaient. Laissez tomber, dit-il. Je vous offre cette chance. Et si je ne le fais pas, demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement longuement et intensément. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et sortit par la porte d'entrée. Léna se précipita à la fenêtre et jeta un coup d'œil à travers les rideaux. 2 SUV noirs tournaient au ralenti au bout de la longue allée de terre. Des hommes en manteau sombre s'appuyaient contre les capots, l'un allumant une cigarette d'une main tremblante. Ils n'avaient pas l'air d'être des habitants. Ils ressemblaient à des nettoyeurs, au genre d'hommes qui faisaient disparaître les choses. Elle recula de la fenêtre, son cœur battant la chamade. Quoi qu'elle ait découvert, ce n'était plus seulement un secret de petite ville. C'était une affaire fédérale, et elle était largement dépassée. Léna avait toujours cru que les problèmes pouvaient être résolus avec les bons outils. La démonter, remplacer les pièces défectueuses, resserrer les boulons et passer à autre chose. Mais, seule dans le couloir sombre de ce manoir, écoutant le faible vrombissement des SUV noirs qui tournaient toujours au ralenti à l'extérieur, elle réalisa que ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait réparer avec une clé à molette. C'était plus grand qu'elle, plus grand que des pièces de moteur ou des titres de propriété. C'était le pouvoir laid, impitoyable et discret et il venait la chercher. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, elle a préparé un petit sac, a pris tous les documents de la cave et les a chargés à l'arrière de son vieux camion Ford rouillé. L'aube touchait à peine le ciel quand elle quitta l'allée à toute vitesse, les pneus projetant du gravier derrière elle. Elle ne fuyait pas. Pas encore. Elle partait chercher des réponses. Le trajet jusqu'à la ville voisine, Clayton Ridge, a duré 45 minutes. Son grand-père y travaillait avant de prendre sa retraite. Et il y avait un homme en qui elle avait plus confiance que quiconque quand il s'agissait de problèmes qui, mordent, comme cela, le shérif à la retraite Dean Talbot. Il connaissait Léna depuis qu'elle était adolescente, et l'avait vue reconstruire une transmission plus vite que ses propres adjoints ne pouvaient rédiger une contravention. Quand elle a frappé à sa porte moustiquaire ce matin-là, il a ouvert en chemise à carreaux et jean, tasse de café à la main, les sourcils levés. Soit tu as enfin fait exploser ton bloc moteur, dit-il, soit quelque chose ne va vraiment pas. Elle leva la chemise cartonnée pleine de copies. C'est pire que ça. En milieu de matinée, Dean avait parcouru les 20 premières pages. Il siffla doucement. Jésus, Léna, tu sais ce que tu as là. Elle hocha la tête. Vente de terrain volé, fraude, signature falsifiée et peut-être un meurtre. Il la regarda, son visage buriné se durcissant. Tu réalises qui a signé certains de ces documents, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement le maire, ce sont des juges fédéraux, des auditeurs d'État et même un assistant de sénateur. Everett Pierce m'a dit de laisser tomber. Dean secoua la tête. S'il a dit ça, ça veut dire qu'il a peur. Ces gens, quand ils ont peur, ils font des choses dangereuses. Je ne reculerai pas, dit Léna doucement. Pas après ce que j'ai trouvé. Le vieux shérif se servit une autre tasse de café et se pencha en arrière. Tu as 2 options. Soit tu remets ça à quelqu'un de plus puissant qu'eux, soit tu disparais. Mais si tu penses pouvoir conserver ces dossiers et continuer à réparer des carburateurs dans ton garage la semaine prochaine, tu rêves, gamine. Elle sourit faiblement. Je n'ai que mes rêves. Dean la fixa longuement, puis se leva et se dirigea vers une armoire. Il ouvrit une boîte poussiéreuse et en sortit une épaisse enveloppe. Il y a 30 ans, dit-il, j'ai commencé à enquêter sur des revendications foncières douteuses par ici. J'ai été menacé. Ma femme m'a quitté. Le département m'a dit d'arrêter de creuser, alors je l'ai fait. Il lui tendit l'enveloppe. Mais je n'ai jamais jeté ça. À l'intérieur, il y avait des cartes, de vieux titres de propriété, des photos, des lettres avec les mêmes noms, Pierce, Sullivan. Knox était griffonné en haut. Il faisait ça depuis longtemps, murmura-t-il. Ils ont enfoui ce désordre sous chaque palais de justice de 3 comtés. Mais toi, tu as trouvé la racine. Alors aide-moi à le déterrer, dit Léna. S'il te plaît. Dean baissa les yeux sur ses mains calleuses, le cambouis encore légèrement visible sous ses ongles, et vit quelque chose dans ses yeux, pas de peur, pas de fierté et de la conviction. Tu es sûr d'être prête pour ce qui va suivre, demanda-t-il. Léna n'hésita pas, non,
mais je le fais quand même. Cette nuit-là, de retour au manoir, elle était assise seule dans la bibliothèque, entourée de papiers qui pouvaient détruire des vies ou les sauver. Pour la première fois depuis qu'elle avait tourné la poignée en laiton de la trappe, elle comprit ce qu'elle tenait, non seulement des preuves mais un moyen de pression. Et entre de mauvaises mains, cela pouvait être mortel. Mais entre les siennes, cela pouvait être la justice. Au lever du soleil le lendemain matin, Lena avait pris sa décision. Elle n'allait pas à la police locale. Elle n'allait pas confier cela à quelqu'un qui pourrait être compromis ou réduit au silence par la peur. Elle avait besoin de quelqu'un de plus grand, de plus intègre, de quelqu'un hors de portée de Red Hollow. Alors, elle a appelé une journaliste. Pas n'importe quelle journaliste, mais Mera Delgado, une reporter d'investigation connue pour mettre au jour la corruption comme un pied de biche dans le béton. Ces révélations avaient fait tomber des shérifs corrompus, de fausses associations caritatives et même un membre du Congrès. Elle était féroce, implacable et ne sciait pas lorsque les menaces commençaient à affluer. Lena a trouvé le contact de Mera via un vieux fil Reddit enfoui sous des forums de lanceurs d'alerte. Elle a envoyé un message: « J'ai des preuves d'une escroquerie foncière vieille de 30 ans impliquant des élus, des actes falsifiés et un meurtre. Je ne survivrai pas longtemps seule avec ça. » Elle aime, la réponse est venue en moins d'une heure, rendez-vous mardi à 14 h au Café Dina. Venez seule. 2 jours plus tard, Lena était assise à une banquette en formica ébréchée dans un restaurant bon marché à 3 villes de là. Son sac de documents pressé étroitement entre ses bottes. Mera entra comme quelqu'un qui se fichait de qui regardait. Elle avait une veste en cuir, des boucles sauvages et le genre de regard qui connaissait déjà la vérité avant même que vous ne la disiez. « C'est vous, Lena ?» demanda-t-elle. « Ça dépend », répondit Lena. « Vous portez un micro ?» Mera sourit d'un air narquois. « Vous êtes plus paranoïaque que ma dernière source. »« J'aime ça. » Elles ne se serrèrent pas la main. Lena fit simplement glisser le sac sur la table. Mera l'ouvrit, feuilleta 5 pages et laissa échapper un léger sifflement. « Nom de Dieu, je n'en ai lu que la moitié, » dit Lena. « Il y en a plus dans le sous-sol. » Mera leva brusquement les yeux. « Le sous-sol de la maison. » Lena hocha la tête. Ce manoir, ce n'est pas seulement là qu'il stockait ces choses. C'est là qu'il les planifiait. Je pense qu'il y avait des réunions là-bas. Certaines lettres font référence à des arrangements en coulisses au Hollowstone Estate. C'est ma propriété. Mera se pencha en arrière sur la banquette, les yeux écarquillés. Ils utilisaient la maison comme quartier général? Lena hocha la tête. Et vous en êtes légalement propriétaire. Vous l'avez gagné aux enchères, pour 75 cents. Mera rit une fois. Eh bien, bon sang. C'est un sacré investissement. Son ton changea, puis devint calculatrice, intense. D'accord, écoutez. Si même la moitié de tout ça est réel, je peux l'apporter directement au rédacteur en chef du Chronicle. Mais une fois que cela devient public, vous n'êtes pas seulement une lanceuse d'alerte, vous êtes une cible. Ces gens, ils n'enverront pas d'avocat. Ils enverront quelqu'un au milieu de la nuit qui ne frappera pas à la porte. Je sais, dit Lena doucement. Ils l'ont déjà fait. Mera se figea. Vous êtes sérieuse? Lena hocha la tête. Le fils du maire est venu à la maison et m'a dit de laisser tomber. 2 SUV noirs étaient garés devant. Je ne pense pas qu'il bluffait. Jésus, murmura Mera. D'accord, alors nous faisons ça vite. À la fin de la journée, Mera avait photographié et numérisé le tout. Elle rendit les originaux à Lena, mais non sans avoir téléchargé des copies chiffrées sur 3 serveurs distants différents. Une assurance, dit-elle. Si quelque chose vous arrive, à vous ou à moi, ça sortira quand même. De retour à Red Hollow, Lena revint au manoir juste au moment où le ciel devenait violet avec le crépuscule. L'endroit avait l'air différent maintenant. Non pas hantant, non maudit, mais puissant. Elle n'en avait plus peur. En fait, pour la première fois, elle comprit pourquoi ils l'avaient laissé tranquille. Ce n'était pas qu'ils ne pouvaient pas s'en débarrasser, c'est qu'ils en avaient besoin. La maison était un moyen de pression. Elle détenait les secrets, et maintenant elle aussi. Le lendemain matin, une enveloppe blanche était scotchée au portail en fer forgé. Pas de nom, pas d'adresse de retour, juste un mot à l'intérieur, c'est votre dernier avertissement. Laissez-le passer enterré. Pas de signature, pas de bluff. Lena le lut une fois, puis le déchira en 2 et le jeta dans la cheminée.
Elle avait fini de fuir. La vérité arrivait, et pour la première fois depuis des décennies, Red Hollow devrait faire face à ce qui était enfoui sous les jolis contours de sa petite ville. Lena Marshall s'était toujours considérée comme une femme pragmatique. Elle ne rêvait pas en grand. Elle ne cherchait pas les ennuis. Et elle ne se voyait absolument pas au centre d'une conspiration politique. Pourtant, la voici. La fille qui réparait autrefois des carburateurs dans un garage au toit de tôle était maintenant la propriétaire légale d'un manoir rempli de suffisamment de preuves pour faire éclater des décennies de corruption, de fraude et de violence tranquille et calculée. Des gens en costume aux yeux froids la voulaient silencieuse. Des noms puissants, des gens qu'elle avait vus autrefois sur des panneaux d'affichage ou distribuant des drapeaux lors des défilés du 4 juillet lui envoyaient maintenant des menaces de mort. Et pourtant, elle est restée. Elle ne savait pas quand la peur s'était transformée en feu, mais c'était le cas. Peut-être était-ce le regard dans les yeux de Mera Delgado lorsqu'elle a lu ses contrats. Ou peut-être était-ce Dean Talbot qui lui avait remis une boîte poussiéreuse de ses propres secrets parce qu'il croyait en elle. Peut-être était-ce simplement ceci, Lena en avait assez que les gens s'en tirent juste parce que personne n'osait les arrêter. Les menaces ne cessèrent pas. Elles évoluèrent. Au début, ce furent des notes anonymes, puis des pneus crevés, puis quelqu'un versa du sucre dans son réservoir d'essence. Mais celle qui la secoua vraiment arriva une nuit, juste après minuit. Elle était dans la bibliothèque, lisant un lot de documents concernant les anciennes transactions foncières de Hollowstone, quand toutes les lumières de la maison s'éteignirent d'un coup. Pas un scintillement, pas une surtension, juste le noir. Le silence qui suivit fut inhabituel, oppressant. Elle attrapa sa lampe de poche et traversa lentement la maison, son cœur battant comme un tambour de guerre. Lorsqu'elle atteignit le boîtier électrique, elle s'arrêta net. Il était ouvert, et les fils avaient été coupés. Puis elle le vit, gravé à l'intérieur du panneau métallique en lettres grossières taillées au couteau, « Vous avez été averti ». Ses mains tremblaient, non de peur, mais de fureur. Il la surveillait sur ses terres, chez elle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Au lieu de cela, elle commença à sécuriser la maison pièce par pièce. Elle renforça les serrures, installa des caméras, elle n'allait pas être chassée. 2 jours plus tard, elle rencontra Mera en secret. Les mains de la journaliste étaient pleines, documents, disques durs et séquences vidéo des caméras cachées que Lena avait placées autour de la propriété. Tout est en place, dit Mera. Nous rendons ça public vendredi. Le Chronicle nous donne toute la première page. Lena déglutit difficilement. Et après ça? Après ça, Mera esquissa un sourire fatigué. Vous aurez besoin d'un bon avocat, et peut-être d'un passeport. Lena rit pour la première fois depuis des jours. C'était étrange, mais agréable. Ce soir-là, Lena se tint devant le manoir juste au moment où le soleil commençait à se coucher. Les murs de pierre luisaient d'une lueur orange dans la lumière déclinante, et pour la première fois, elle ne le vit pas comme une ruine, elle le vit comme son lieu de résistance. Les gens de Red Hollow chuchotaient encore, traversaient encore la rue quand ils la voyaient. Mais un par un, les choses avaient commencé à changer. Tout commença par un coup à sa porte. Un vieil homme en veste de jean usé se tenait sur son porche, serrant un dossier. « Mon père a vendu des terres via ce stratagème, dit-il. Il n'a jamais touché un centime. Il a tout perdu. Si vous faites ce que je pense que vous faites, je veux aider. » Puis vint une femme qui avait travaillé au palais de justice dans les années 80. Elle apporta une pile de faux documents qu'elle avait gardés cachés dans son grenier pendant des décennies. « J'avais peur, murmura-t-elle. Mais plus maintenant. À partir de là, cela a fait boule de neige. En une semaine, Lena avait des noms, des adresses, des lettres, des cartes des personnes qui avaient souffert, des personnes qui avaient perdu des terres, des maisons et des proches. Tous étaient restés silencieux parce qu'ils pensaient être seuls. Maintenant, ils savaient qu'ils ne l'étaient pas. La nuit précédant la publication de l'article, Dean Talbot remonta la route sinueuse jusqu'au manoir. Il trouva Lena assise sur les marches d'entrée, des taches d'huile toujours sur son jean, un revolver posé à côté de sa botte. « Vous avez de la compagnie ?» demanda-t-il. « Pas encore, dit-elle. Mais je me dis qu'une fois l'histoire sortie, ils viendront. » Il s'assit à côté d'elle et lui tendit un papier plié. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un registre foncier, dit-il, pour la terre sur laquelle vous vivez. Je l'ai vérifié moi-même. » Elle l'ouvrit et lut. Son estomac se tordit. Franklin Pierce. Il a vendu cette terre à 6 acheteurs différents sur 30 ans.
Dean hocha la tête. Vous étiez la 7e. La seule différence est que vous vous êtes réellement présenté pour la réclamer. Elle fixa le papier pendant un long moment. Je pensais juste acheter une maison, dit-elle. Non, répondit-il. Vous achetiez un secret. Et des secrets aussi puissants, ils ont toujours un prix. Lorsque le Chronicle publia son titre en première page, une mécanicienne d'une petite ville découvre une conspiration de fraude foncière de plusieurs décennies, le monde explosa. En quelques heures, les téléphones de la mairie de Red Hollow ne cessaient de sonner. Des enquêteurs d'État sont arrivés. Le maire a publié une déclaration niant toute implication. Mais Lena savait que c'était fini au moment où les images de Mera ont été diffusées, des extraits de surveillance montrant Everett Pierce s'introduisant par effraction, des notes menaçant la vie de Lena, et des interviews avec des dizaines de familles qui avaient été escroquées. Franklin Pierce a été arrêté en 48 heures. Everett a disparu. Les procureurs fédéraux se sont impliqués. La maison n'était plus un manoir au passé sombre. Elle était maintenant considérée comme une preuve. Mais Lena, elle ne regrettait rien. Elle se tenait sur le porche un matin, regardant un convoi d'agents fédéraux arriver, et elle ne ressentait aucune peur, seulement la paix. Elle avait dénoncé quelque chose de monstrueux et survécu. Des semaines plus tard, la ville commença à changer. Discrètement, subtilement. Les gens la saluaient à nouveau. Certains s'excusèrent même. Le garage où elle travaillait, il avait maintenant une liste d'attente. Mera lui proposa de l'aider à déménager, craignant des représailles. Mais Lena secoua la tête. Non, j'ai construit quelque chose ici. Je me suis battue pour cela. Je ne pars pas. Elle a gardé le manoir, réparé le toit, nettoyé les fenêtres, restauré les marches en pierre. Et un jour, elle a transformé cette vieille archive souterraine en un centre de ressources communautaires, un endroit où les gens pouvaient venir faire des recherches sur l'histoire foncière de leur famille et trouver la vérité. Car les secrets, elle l'avait appris, ne restent enfouis que lorsque personne n'ose creuser. Et Lena Marshall, elle avait trouvé le courage de creuser. On dit que le courage est silencieux. Il ne crie pas. Il n'apparaît pas en première page des journaux ni ne vient avec une parade. La plupart du temps, il se manifeste dans des bottes tachées d'huile, des nuits blanches, et une femme se tenant seule dans l'obscurité, refusant de reculer. Pour Lena Marshall, le courage a commencé par une enchère de 75 cents. C'était censé être une maison à retaper. Peut-être un défi personnel, juste elle et un vieux manoir délabré au potentiel certain. Mais ce dans quoi elle s'était engagée était bien plus grand, un secret enfoui sous des couches de pierre, de silence et de honte. Une vérité si dangereuse que des générations entières avaient essayé de l'effacer. Et pourtant, elle a tenu bon, non pas parce qu'elle était intrépide, Dieu sait qu'elle ne l'était pas, mais parce que quelque chose en elle refusait de rester insignifiante quand le monde l'exigeait. Elle était mécanicienne, oui, mais elle était aussi une survivante, une battante, une porteuse de vérité. Et cette vérité a tout changé. Red Hollow ne serait plus jamais la même. Les arrestations sont tombées comme le tonnerre, fortes, publiques et attendues depuis longtemps. Des terres ont été restituées. Des excuses ont été faites. Et les rumeurs autrefois chuchotèrent eurent enfin des noms, des dates, des documents. Lena ne voulait pas la célébrité. Elle ne voulait pas d'éloges. Mais lorsque les familles qui avaient tout perdu se sont présentées à sa porte les larmes aux yeux, tenant des cartes dessinées à la main ou des lettres fanées, demandant « Pouvez-vous m'aider aussi ?» Elle ne les a jamais renvoyées. Elle ne réparait plus seulement des voitures. Elle aidait à reconstruire des vies. Quelques mois plus tard, le manoir était méconnaissable. Là où l'air était autrefois épais de poussière et de silence, maintenant des enfants couraient dans les couloirs, des bénévoles organisaient des étagères de documents récupérés, et Lena se tenait au cœur de tout cela, plus forte que jamais. La cave qui avait autrefois détenu des secrets détenait maintenant la vérité ouverte, honnête, libre d'accès pour tous. Et la ville, lentement, douloureusement, commença à guérir. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, car ce n'est jamais vraiment le cas. Le courage, a appris Lena, ne réside pas dans une seule grande décision. Il réside dans les milliers de petites décisions qui suivent, comme la décision d'ouvrir une porte que personne d'autre n'oserait toucher. Le choix de parler quand il aurait été plus facile de se taire. La force de tenir bon quand des hommes puissants ont essayé de vous abattre. La foi de croire que parfois, une seule personne peut faire la différence. Un soir, juste avant le coucher du soleil, Lena s'est assise sur les marches en pierre de son manoir,
maintenant réaffecté en centre d'archives communautaires et de justice. Le ciel brûlait d'orange et de violet, le vent soufflait doucement à travers les vieux arbres. Elle tenait une lettre dans ses mains, envoyée par une femme d'une ville lointaine. La lettre disait « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai vu ce que vous avez fait. J'ai perdu la terre de mes parents à cause de la même escroquerie il y a 20 ans. Nous pensions que personne ne s'en soucierait jamais, mais vous vous en êtes soucié. Vous vous êtes levé. Vous m'avez inspiré à me lever aussi. Merci. » Les larmes remplirent les yeux de Léna, non de tristesse, mais de quelque chose de bien plus profond, quelque chose comme un sens, une raison d'être. Elle plia soigneusement la lettre, se leva et regarda les collines. Elle était venue ici avec un rêve aussi simple que de retaper une vieille maison. Ce qu'elle a trouvé était une cause, une vocation, un rappel que le passé ne nous contrôle que lorsque nous le laissons rester caché. Elle avait tiré cette obscurité à la lumière, et maintenant elle ne la posséderait plus jamais, ni personne d'autre. Parce que parfois, les héros les plus forts ne sont pas les plus bruyants. Ce sont ceux qui ont les mains sales, un feu discret et un cœur qui refusent d'abandonner. Et parfois, la fille qui achète un manoir délabré pour 75 cents finit par reconstruire toute une ville. N'importe qui peut changer le monde s'il est assez têtu pour tenir bon et assez courageux pour dire la vérité. Alors que le soleil du matin réchauffait les murs de pierre du vieux manoir Hollowstone, Léna Marshall ne chercha pas sa boîte à outils. Elle chercha une pile de nouveaux registres fonciers, non pour elle-même, mais pour les familles qui avaient été réduites au silence, trompées et oubliées. Cette fois, elle ne serait pas renvoyée. Elle savait maintenant que le combat dans lequel elle était tombée n'était pas seulement le sien. Il appartenait à chaque personne issue de la classe ouvrière à qui on avait dit de se taire, à chaque femme sous-estimée dans un monde d'hommes, et à chaque voix qui avait été enterrée sous l'argent et le pouvoir. La mécanicienne qui était venue réparer une maison cassée était devenue celle qui avait reconstruit un système cassé. Car pour Léna, et pour tous ceux pour qui elle s'est battue, la justice n'était jamais hors de portée. Il fallait juste quelqu'un d'assez audacieux pour creuser. Fin. Ensuite, 2 autres histoires puissantes vous attendent. Cliquez pour continuer à découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous croyez que la vérité mérite d'être entendue.